Bonjour et bienvenue à notre émission Love Athletics. Dans ce programme, nous vous présentons l'actualité de notre sport avec la participation d'experts de tous les continents. Et nous sommes ravis d'avoir comme invité aujourd'hui Mathilde Meurice, passionnée d'athlétisme et podcasteuse française. Bonjour Mathilde, heureuse Bonjour, de te revoir et un grand merci. Bon, alors avant de nous concentrer sur l'actualité de l'athlétisme de ces 10 derniers jours, et il y a eu un nombre incroyable de super performances, y compris 5 records du monde entre épreuves sur piste et sur route, on va commencer par mieux connaître notre invité. Alors Mathilde, j'aime toujours savoir comment nos invités ont attrapé le virus de l'athlétisme. C'est marrant que tu appelles ça un virus. Moi, je viens d'une famille où on aime tous l'athlé. Donc, mes sœurs ont fait de l'athlé, ma mère était officielle, mon père était passionné d'athlé. C'est quelque chose qu'on a tous en commun, chacun à notre façon. Et en fait, en 2002, dans le nord de la France, à Lille, donc là où j'habite, il y a eu les championnats du monde de para-athlé. Et on est tous allés faire du bénévolat en famille à l'époque. Et en fait, c'est un peu comme ça que ça a commencé pour moi, parce qu'à l'époque, je regardais à la télé, mais j'avais jamais été impliquée dans un championnat. Et ça m'a tout de suite plu. Donc l'année suivante, Paris 2003, rebelote, de nouveau volontaire. Et puis en fait, j'ai jamais vraiment arrêté depuis. Donc maintenant, je travaille pour le meeting de Liévin, mais j'aurais jamais cru à l'époque que j'allais me retrouver avec ces responsabilités-là. Mais finalement, on y prend goût. Quand on aime l'athlé, on est aussi content d'être dans les coulisses et de voir ce qui se passe, ce qu'on voit pas à la télé, et puis d'avoir des interactions avec les uns et les autres. Donc, oui, ça va faire 23 ans cette année. Ça me rajeunit pas, mais la passion est toujours là. C'est ça le principal. Hein? Et donc, raconte un peu, nous, quelques étapes. Donc, il y a eu Paris 2003 qui a quand même été un moment marquant parce qu'il y avait aussi en termes d'ambiance dans le stade, ça a confirmé ma passion pour l'athlé. Et puis après, les premiers meetings dans le Nord à Liévin et Villeneuve-d'Ascq. Villeneuve-d'Ascq, le meeting n'existe plus maintenant, mais j'ai aussi travaillé pour le meeting quelques années. Et puis pas mal de championnats internationaux où j'ai été bénévole. Le job que j'ai le plus fait, c'est ce qu'on appelle attaché d'équipe. Donc c'est le bénévole qui est responsable d'une ou plusieurs équipes du moment de leur arrivée jusqu'à leur départ. Donc de l'arrivée à l'aéroport jusqu'à l'arrivée à l'hôtel, le check-in, la visite du stade, les problèmes techniques, logistiques, tout ça. J'ai été beaucoup attachée d'équipe pour l'équipe de Belgique. Et puis en 2012, j'étais salariée du comité d'organisation des Jeux de Londres, les Jeux olympiques et paralympiques. Et ça, c'était aussi un grand souvenir parce que les Jeux de Londres, c'était quand même des grands moments. Les Jeux olympiques et paralympiques. C'est la première fois que les Jeux paralympiques avaient un tel retentissement dans le pays. Et l'organisation était super. Les Britanniques, ils savent faire. Donc, l'ambiance dans le stade, l'organisation, c'était vraiment... ouais, les années ont passé, mais les souvenirs sont toujours là. Et puis, donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai travaillé pour le meeting de Liévin. Là, c'est encore tout frais. C'était la semaine dernière, la dernière édition. Encore une très, très belle édition cette année. Et à côté de ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler plus tard. J'ai créé mon podcast d'athlètes, début 2023, dans lequel j'interviewe des athlètes du monde entier. Donc, c'est cool aussi. C'est toujours dans l'athlète, mais d'une façon différente. Et c'est comme média, d'ailleurs, que j'ai été amenée à te rencontrer en zone mixte. Donc, absolument. Voilà. Mais c'est ça qui est très bien d'avoir et c'est complémentaire, tu vois. Travailler à l'organisation, tu es plus en contact avec ce qui se passe derrière les coulisses. Et puis, travailler en tant que journaliste, ça c'est aussi super. Moi, j'adore ça. La zone mixte est vraiment le cœur de l'événement. Ouais. Mais tu vois, je me faisais la réflexion en regardant, avant qu'on enregistre ta chaîne YouTube et les vidéos les interviews que tu avais faites à Liévin. Et moi, quand je vois les athlètes maintenant, je pense à des trucs qui se sont passés en coulisses. Donc, je vois que tu as interviewé un tel ou un tel. Je me dis, lui, il lui est arrivé ça, elle. Des trucs que les gens ne savent pas forcément. Mais quand on regarde une compète, quand on connaît les gens, on ne regarde plus de la même façon. C'est sûr. Ouais, non, c'est ça qui est cool.
Et en parlant d'athlètes, est-ce qu'il y a des athlètes en particulier qui t'ont inspiré? Je pense qu'en général, je suis inspirée par les gens avec qui j'ai des interactions au niveau humain. Le palmarès compte évidemment, mais finalement, pour moi, c'est secondaire presque. Et donc, par exemple, quelqu'un comme Nafi Thiam que j'ai connu, que j'ai rencontré des années avant ses titres olympiques, quand elle est devenue championne olympique, c'est vrai que pour moi, c'était un peu surréaliste parce que j'allais dire, je connaissais la petite Nafi. Bon, elle n'a jamais été petite, elle m'a toujours mis une tête, mais pour moi, c'était très bizarre parce que tu connais quelqu'un, devient championne olympique, c'est un peu surréaliste. Mais ce que j'aime, c'est qu'elle n'a pas changé de comportement avec moi. Donc, ça, c'est cool. Et une autre anecdote que je ne sais pas si je l'ai déjà racontée, mais Mondo Duplantis était venu à Liévin après ses 2 premiers records du monde en février 2020. C'était juste avant que le Covid devienne vraiment une pandémie. Et donc, il était déjà recordman du monde. Et moi, je l'accueille à Liévin. Et bon, il avait le droit normalement à une chambre tout seul, évidemment, en tant que recordman du monde. Mais en fait, il était là avec 2 mecs qui faisaient le documentaire sur lui, tu sais, et qui le suivaient avec des caméras. Et quand moi, je réalise qu'il est accompagné, du coup, je lui dis... parce qu'en fait, ils allaient se retrouver à 3 dans une chambre avec 2 lits simples. Donc, ils voulaient un matelas à mettre entre les 2 lits. Et j'ai dit, écoute, je peux te trouver un matelas si tu veux, mais bon, t'as le record du monde, t'as le droit à ta chambre tout seul. Donc, on peut laisser tes 2 potes ensemble et toi, je te donne une chambre pour toi. Et il me dit, non, mais attends, ils sont là pour moi, ça se fait pas, je vais pas les laisser à 2 et leur dire, moi, je me prends une chambre pour moi tout seul. Et donc, ils se sont retrouvés à 3 dans une chambre avec 2 lits simples et un matelas au milieu. Je ne sais pas qui a dormi sur le matelas, mais c'est mon dos. Et c'est pareil, il n'avait pas mangé. Il était arrivé quand le restaurant était fermé. Et je lui ai dit, tu veux qu'on t'amène quelque part? On a des chauffeurs si tu veux. Et il me dit, non, non, mais il y a un distributeur, je vais prendre un truc au distributeur si j'ai faim. Et il avait déjà le record du monde. Et finalement, moi, c'est ça que je retiens. S'il m'avait manqué de respect, s'il nous avait tous pris de haut, ok, il a le record du monde, mais pour moi, un champion, c'est pas que le côté sportif, c'est le côté humain aussi. Et de voir que il voulait pas de traitement de faveur et que il traitait tout le monde avec respect. Moi, c'est ça que je retiens. Donc, et c'est pareil, il est toujours. Je trouve qu'il n'a pas changé de comportement au fil des années. Peut-être qu'il doit se protéger un peu des sollicitations médiatiques parce que ça devient un peu peut-être pesant pour lui maintenant. Mais je trouve qu'en coulisses, il est toujours aussi accessible et je ne sais pas toi les interactions que tu as pu avoir avec lui, mais je le trouve très 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 cool. Oui, moi et puis tous les journalistes, ils l'ont toujours trouvé très très cool, très disponible, très donc oui effectivement humainement en plus de son palmarès époustouflant, c'est vraiment Ouais. quelqu'un d'extra. Ouais. Et puis là, il y a aussi au meeting de Liévin, ça fait plusieurs années qu'on voit Grant Holloway qui vient. C'est devenu un de ses meetings. C'est un rituel pour lui de courir à Liévin en février. Et en 2021, au moment de la pandémie, j'avais dû lui servir d'interprète pour une interview à distance. Et c'est aussi un truc dont je me souviens parce qu'après l'interview, il m'a dit on peut faire une photo parce que j'ai jamais eu d'interprète avant. T'es la première interprète que j'ai jamais eue de toute ma vie. Donc il faut immortaliser le moment. Écoute, si tu veux, on fait une photo. Normalement, c'est moi qui demande les photos. Bon, j'en demande pas souvent, mais quand il y a photo, en général, ça vient de moi, ça vient pas de l'athlète. Mais du coup, on a fait une photo et je lui ai dit si un jour tu écris tes mémoires, tu me promets de me citer hein, comme la première interprète de toute ta vie. Mais non, et puis il est encore venu cette année. Il me dit toujours bonjour gentiment, il sait comment je m'appelle. Et c'est ça qu'on retient au final. Oui, c'est sûr. Ouais. Et je crois que dans l'absolu, tu as quand même un athlète préféré. J'ai beaucoup de respect pour les combinards de façon générale. Toi, je te citais Nafi, mais les combinards de façon générale, pour ce qu'ils font sportivement, mais aussi pour l'état d'esprit, parce que souvent, c'est des gens que je trouve très intéressants, parce qu'ils s'intéressent à beaucoup de choses. Et pour mon podcast, j'ai eu l'immense privilège et chance et honneur et tout ce qu'on veut d'interviewer Ashton Eaton. Et j'ai encore plus de respect pour lui maintenant, parce que je parlais de lui avec quelqu'un il y a quelques jours qui me disait Ashton, il traite tout le monde de la même façon. Tu peux être le président du comité olympique ou tu peux être le chauffeur qui va le chercher à l'aéroport, il va te traiter de la même façon. Et ça, je trouve ça cool parce que il a du respect pour tout le monde, il est très accessible et j'étais dans le stade au Mondiaux de Pékin quand il a fait 45-0-0 sur son 400 de décathlon. Et 45-0-0 sur un 400, déjà, il faut le faire. Encore plus quand tu es combinard et encore plus dans un des cas.
Donc, ouais, non, le respect pour lui. Mais respect pour l'athlète, mais aussi pour l'homme, parce que vraiment, il est adorable. Et pour l'anecdote, je pense que c'était le lendemain ou surlendemain, j'étais sur la Grande Muraille de Chine. Je profitais d'être à Pékin. Et j'étais avec une amie et on discutait du fait que il y a certains bénévoles qui demandent beaucoup de photos aux athlètes, parfois à des moments où ça peut les déranger. Et je lui disais, bon, moi je demande pas beaucoup de photos, mais il y en a une pour le coup, j'aimerais bien la voir parce que quand même ce qu'il a fait, c'est pas rien. C'est Ashton Eaton. Et qui on voit sur la muraille de Chine quelques 2-3 minutes plus tard, Ashton Eaton avec sa femme. Et donc là, pour le coup, la photo, on l'a faite. Parce que bon, c'est pas tous les jours que tu croises Ashton Eaton sur la grande muraille de Chine. Mais ce qui est drôle, c'est que je voulais que sa femme soit sur la photo avec. Et en fait, parce que Brian est quand même aussi une athlète exceptionnelle. Oui. Et elle est partie parce que je pense qu'elle ne devait pas se sentir concernée. Elle devait penser qu'elle nous intéressait pas. Alors qu'en fait, moi, je l'aurais bien eu sur la photo avec. Mais bon, elle est partie. Trop fort quand même. Tu vois, parfois tu exprimes un souhait et hop, il se réalise. Oui, c'est ça. Je devrais essayer plus souvent. Oui. Ouais. Ouais. Et puis je sais qu'on a un coup de cœur aussi commun pour un athlète. On a eu l'occasion d'en parler en zone mixte à Bruxelles à la finale de la Diamond League pour Akani Simbine. Ouais. Moi, je l'ai eu sur le podcast avant sa médaille avec le relais sud-africain à Paris. Et j'avais trouvé que vraiment, c'était très facile de parler avec lui. J'avais l'impression de le connaître depuis toujours, alors que je le connaissais pas au final. Et vraiment une régularité au fil des années qui impressionne. Et là, sa médaille, elle était méritée. Bon, c'est pas une médaille individuelle, mais je pense que pour lui, elle a tout autant de valeur. Et elle fait plaisir parce que quand même, les 4e et les 5e places, depuis 2016, il en a un. Et il est toujours passé à côté de la médaille, malheureusement pour lui, mais là, ça y est, avec le relais. Et puis, humainement, et je trouve qu'il est chouette. Donc, oui. Non, c'est moi aussi, effectivement, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. En 2017, j'avais organisé un Day in the Life en Afrique du Sud. Donc, c'est un projet, quand j'étais à l'IAF, où on a emmené un petit groupe de journalistes pour rencontrer les athlètes chez eux. Donc, la star principale était Wade Van Niekerk, qui venait d'éclater le record du monde au JO de Rio. Et puis, comme ils ont le même manager, et pour rendre la chose plus intéressante, on avait aussi rajouté Rushwell Samai du saut en longueur et Akani Simbine. Et donc, moi, quand je suis allée en Afrique Sud, je connaissais pas vraiment, j'avais jamais discuté avec les deux autres, mais j'appréciais beaucoup Wade. Et en fait, quand je suis repartie, mon numéro 1, c'était Akani, ensuite Rushwell et 3e, Wade Van Niekerk, parce que je les avais trouvés vraiment super. Et voilà, Akani, vraiment très, très chouette. Son entraîneur, c'est un philosophe. C'était très intéressant de parler avec lui. Donc, voilà, super. Et puis, comme tu dis, cette régularité, mais lui-même, il ne se rendait pas compte parce que c'était il y a 2 ans, le meeting Diamond League à Florence, il y a 2 ans et demi. Et donc, je lui avais dit, mais regarde, toi, tu as une régularité impressionnante parce que pendant quelques années, il y avait des sprinteurs sud-africains qui faisaient des super perfs au mois de mars. Tu vois, quand c'était la saison chez eux, après, ils disparaissaient. Et lui, il est toujours là. Toujours là. Et même maintenant qu'il y a des athlètes plus jeunes qui se pointent, eh bien, le meilleur, quand ça compte, est toujours Akani. Ouais. Est-ce que tu sais qu'on a un point commun avec lui, Anna? Oui, tu m'as dit? On est polyglotte. Il parle 10 langues. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il parle 10 langues, mais en fait, moi, j'en parle presque 7, mais on n'en a qu'une en commun, on n'a que l'anglais. On peut se parler qu'en anglais. Mais il m'a dit, moi, en Afrique du Sud, c'est normal. Bon, ok. Mais... Oui. Ben oui, c'est vrai, parce qu'il y a chaque région, elle a une langue, mais le fait qu'il les maîtrise toutes est quand même impressionnant. Hein? Je ne peux pas vérifier, je le crois sur parole, mais... Ouais. Je pense, c'est pas un fanfaron, donc je pense que s'il dit quelque chose, c'est vrai. Ouais. Super. Ben, merci Mathilde.
Nous reviendrons pour en savoir plus sur notre invité, mais regardons maintenant ce qui s'est passé dans notre sport depuis la dernière émission, en commençant par le World Indoor Tour. Les Melrose Games le 8 février avaient produit des courses exceptionnelles avec 2 records du monde masculins sur le mile et sur les 3000 mètres et 2 records de moins de 20 ans. 5 jours après, le meeting suivant de la série offrit aussi une soirée époustouflante avec le même butin. 2 records du monde, et dans la même course, s'il vous plaît, et 2 records du monde des U20, un masculin et un féminin. Regardons maintenant le détail. Donc, 13 février, meeting Hauts-de-France, Pas-de-Calais à Liévin. Jakob Ingebrigtsen y était très attendu. Il venait pour la 5e fois et il avait déjà établi le record du monde en salle des 1500 mètres en 2022. Lors du point presse avant la compétition, il affichait beaucoup de confiance et déclarait, bien sûr, je vise le record du monde, sinon ce serait complètement inutile. C'était sa première course de la saison et elle fut grandiose. À partir de 1000 mètres, le Norvégien fit cavalier seul, guidé uniquement par les petites lumières en bord de piste, les wave lights, qui indiquaient le rythme à tenir pour atteindre son objectif. Ingebrigtsen termina avec 3:45,14, plus d'1 seconde et demie mieux que le record établi à New York par Jared Nuguse 5 jours avant et plus de 7 secondes et demie devant le deuxième, le néerlandais Stefan Nillesen, qui conclut son épreuve en 3:52,70. Et au passage, il battit aussi le record du monde sur sa distance, les 1500 mètres, réalisant 3:29,63 pour battre son propre record du monde et devenir le premier homme à courir le 1500 mètres en salle en moins de 3 minutes 30. Tout simplement impressionnant. Parmi les autres perfs à Liévin, il faut souligner les 2 records du monde des moins de 20 ans sur 3000. La course masculine proposait un impressionnant plateau d'athlètes éthiopiens avec, entre autres, Samuel Tefera, le double champion du monde en salle des 1500 mètres en 2018 et 2022, et Hagos Gebrehiwot, multimédaillé mondial depuis plus d'une décennie et toujours parmi les meilleurs. Mais le jeune néerlandais Niels Laros, qui dans les 2 dernières saisons comme junior avait accumulé un record du monde des U20 sur 1000 mètres en juillet dernier et 3 records d'Europe, créa la surprise en prenant la tête de la course dans les derniers tours et allant gagner en 3:29,49. Une autre démonstration de talent de la part de Laros, qui aura 20 ans dans 2 mois. Et derrière lui, on voit dans la photo Binyam Mehari, qui avait déjà établi en 2024 2 records du monde de catégorie, alla accueillir un autre, terminant en 7:29,99 pour améliorer de presque 3 secondes la marque qui appartenait à Hagos Gebrehiwot depuis 2013. Dans les compétitions féminines, la meilleure performance de la soirée a été réalisée par Freweny Hailu sur 3000 mètres. Hailu, 4e des 15 000 mètres lors des JO de Tokyo en 2021, n'avait pas été sélectionnée pour l'édition de Paris 2024, alors qu'elle avait réalisé de très belles performances dans l'année, sa fédération ayant de manière controversée inscrite sa compatriote Boudaf Segai, médaillée de bronze sur 1500 mètres à Tokyo et championne du monde du 10 000 mètres en 2023, sur 3 épreuves. Segai, finalement rentrée de Paris sans aucune médaille, avait annoncé une tentative de record du monde pour Liévin, mais n'avait pas l'air très convaincant. Freweny était juste derrière et plaça une attaque irrésistible à 2 tours de la fin.
Wood a réussi à garder la place d'honneur, mais à plus de 5 secondes, terminant en 8:25:12, juste devant la junior Birke Heilom, qui avec 8:25:37 réalisa la meilleure perf U20 absolue, indoor et à l'air libre, en rajoutant un 4e record du monde U20 à sa collection. Un autre moment fort pour moi fut la victoire à la perche du Turc Ertuğrul Şaşma devant plusieurs médaillés olympiques et mondiaux avec un très bon 5,90 m, record national égalé. Et surtout avec ses lunettes et son air décontracté, on dirait le petit frère de son compatriote Yusuf Dikec, la médaille d'argent olympique au tir au pistolet, qui avait créé le buzz sur les réseaux avec ses lunettes traditionnelles, l'absence de matériel high-tech et qui tirait avec sa main dans la poche. Génial. Alors Mathilde, as-tu quelques anecdotes sympas à partager sur tes années à l'organisation du meeting de Liévin? Je pourrais écrire un livre sur tout ce qui m'arrive. Bon, il y a des choses que je vais taire par respect des athlètes concernés. Mais non, mais il y a des anecdotes marrantes. Et comme je disais avant, parfois quand je regarde certaines compétitions, tout de suite ça me rappelle certains trucs plus ou moins marrants qui sont arrivés en coulisses. Par exemple, il y a quelques années, il y a une athlète qui est venue me voir et qui m'a dit qu'elle s'était coincée un bout de coton-tige dans son oreille. Je rigole juste en me souvenant de l'anecdote. Et qu'il fallait que je l'aide. Et je lui ai dit non, mais moi je suis pas médecin, je ne veux pas prendre le risque de te. Je dis si tu veux, on t'amène à l'hôpital, mais. Et elle est revenue me voir après en me disant c'est bon, j'ai trouvé une pince à épiler et je me suis enlevé le bout de coton-tige. Mais maintenant, quand je la vois en compète, je pense à l'histoire du coton-tige. Mais je vais pas dire qui c'est. Mais... Donc il y a toujours des histoires comme ça, plus ou moins marrantes. Et puis ce que je trouve cool, c'est le mélange entre les athlètes que tu connais déjà et que tu as plaisir à revoir, et puis aussi les nouvelles têtes. Donc ça peut être des jeunes ou juste des gens qui n'ont jamais eu l'occasion de venir à Liévin avant. Et ce mélange de nouvelles personnes et puis de personnes que tu connais depuis des années, ça, je trouve ça cool. Et là, cette année, il y a Martin Lewandowski qui est encore venu, mais comme agent. Et c'est drôle parce que pendant des années, on le voyait comme athlète. Donc moi, après, quand il a arrêté, je me suis dit, bon, ben, on ne le reverra plus. Et en fait, il continue à venir comme agent. Et quand il arrive, il est chez lui, il arrive, salut les gars, je suis content d'être là, comment ça va depuis l'année dernière? On lui a dit en rigolant, on va te faire travailler parce que tu es comme chez toi ici. Et on voit qu'il est content d'être là. Et je pense qu'il n'a plus d'obligation à venir. Il pourrait faire son job d'agent à distance, mais il est content de venir. Et ça, je trouve que ça en dit long aussi sur la place qu'a le meeting de Liévin dans le cœur de certains, parce que le fait de continuer à venir alors qu'il n'est plus athlète, c'est que voilà, ça lui rappelle des bons souvenirs et il est content d'être là. Donc, oui, il y a Martine. Et puis, de façon générale, je pense que le fait de parler plusieurs langues, ça aide aussi à créer certaines relations, parce que quand tu parles à quelqu'un dans sa langue maternelle, même si tu pourrais lui parler en anglais, ça crée un rapport particulier quand même. Tu sais ce que c'est. Oui, c'est clair, tu as un contact qui est complètement différent. Oui. Parce que le fait que tu fasses un effort pour parler sa langue, déjà c'est apprécié. Oui. Donc, voilà, tu as un rapport qui est complètement différent, c'est vrai. Oui. C'est un gros avantage. Oui, non, mais c'est vrai. Et je l'ai vraiment remarqué avec les Italiens à Liévin. Je pense ils prennent moins ça pour acquis que d'autres. Les anglophones ou les hispanophones ont plus l'habitude qu'on parle leur langue. Les Italiens, moins. Donc, ça crée un rapport particulier. Et je m'entends très bien avec tes compatriotes, je dois bien le dire. Ah, ben ça me fait plaisir. En plus, en ce moment, on a une super génération d'athlètes, oui. Donc voilà, oui. Ouais, très sympa. Oui. Merci Mathilde. Après les 2 records du monde de Liévin, un autre allait être battu le lendemain, le 14 février, à la Boston University David Hamry Invitational. 5 jours après avoir battu le record du monde du 3000 mètres à New York, Grant Fisher s'en offrit un autre, celui-ci sur 5000 mètres. Sur la piste ultra rapide de la Boston University, l'Américain termina en 12:44:09
enlevant plus de 5 secondes à la marque du grand Kenenisa Bekele qui datait de 2004. Vraiment super record et Grant Fisher montre qu'il est dans une phase époustouflante de sa carrière. Derrière lui, le Français Jimmy Gressier terminait à plus de 10 secondes, mais avec 12,54,92 à l'abattre de plus de 2 secondes, le record d'Europe en salle établi sur la même piste il y a 2 ans par l'Anglais Mark Scott. Retournons donc au World Indoor Tour qui reprit en Pologne le 16 février avec la Orlen Copernicus Cup à Toruń. Et cette fois, la meilleure performance du meeting a été réalisée par les femmes en la personne de Gudav Szegay. Après la déception sur 3000 à Liévin, Szegay expliqua à Toruń qu'elle avait été grippée avant l'étape française du World Indoor Tour, mais elle avait visiblement récupéré en Pologne, signant le meilleur résultat de la soirée avec 3,53,92 sur 1500 mètres, à seulement 83 centièmes de son propre record du monde en salle. Derrière elle, sa jeune compatriote Birke Heiland réalisa aussi la deuxième meilleure performance de tous les temps parmi les U20 avec 3,59,82, elle aussi juste derrière son propre record du monde en salle. Alors, il y a eu aussi quelques très bons résultats dans les meetings en salle aux États-Unis et on les mentionnera dans la section Top Marks, mais une performance mérite ici une mention spéciale. Le Nigérian Ezekiel Nathaniel, spécialiste du 400 mètres et étudiant à Baylor aux États-Unis, réalisa la meilleure performance de toute sa carrière sur le plat, un chrono de 42,92 à Lubbock, au Texas, le 14 février, signant ainsi le record d'Afrique en salle et la deuxième meilleure performance de l'année sur la distance. Les épreuves sur route ont aussi produit d'excellents résultats cette dernière semaine. Surtout le 16 février, lors du semi-marathon de Barcelone, la plus spectaculaire fut donc signée par Jacob Kiplimo, l'Ougandais, champion du monde de la distance en 2020 et double champion du monde de cross en 24 et en 23, est un des athlètes les plus versatiles, ayant aussi brillé sur piste, avec 2 médailles de bronze sur 10 000 mètres au JO de Tokyo et au championnat du monde de 2022. À Barcelone, c'était sa première course de la saison et il signa une performance impressionnante, allant gagner en 56,42 avec plus de 2 minutes d'avance sur le Kenyan Jeffrey Kamworor, qui est pourtant triple champion du monde de la distance et aussi compte 3 titres mondiaux de cross. L'équipe Lima a 24 ans contre les 32 de Kamworor et il était imbattable ce jour-là. Il alla détruire le record du monde en levant une énormité, 48 secondes, au précédent record établi par Yomif Kejelcha à Valencia en octobre dernier, et devenant le premier homme à descendre sous la barre des 57 minutes. Et dire que, trouvant le rythme pourtant convenu avec les lièvres un peu trop lent, il a parti tout seul en tête des 8 minutes de la course. Vraiment impressionnant. Et décidément, les performances les plus éclatantes de la quinzaine ont été signées par deux Jacob, Ingebrigtsen, le Norvégien, et Kiplimo, l'Ougandais. Et Kiplimo fera son début sur le marathon à Londres le 27 avril dans un plateau qui est déjà stellaire, ça promet.
La course féminine à Barcelone n'était pas aussi rapide, mais la Kenyane Joycelyn Jepkosgei, ex-détentrice du record du monde, fit une très belle course pour aller gagner en 1h04:13, plus de 2 minutes devant sa compatriote Gladys Chepkurui, 1:06:25, signant ainsi la 7e meilleure marque de tous les temps. Et là, on voit combien les performances sur les longues distances se sont améliorées depuis son record du monde de 2017, qui était de 1:64:52, et la révolution des Super Shoes. Cet ancien record n'est plus que la 26e marque de tous les temps. Donc, vraiment une révolution dans les courses de longue distance. Toujours en Espagne, le même jour, dans le 10 km Faxa-Castellón, la jeune Éthiopienne Medina Eiza, qui a tout juste 20 ans et est la championne du monde U20 des 5000 mètres en 2022 et 2024, a fait un excellent début sur la distance, réalisant un chrono de 29:25, la 4e meilleure marque senior de tous les temps. Il s'agit aussi de la meilleure performance réalisée par une femme en 2025, toutes épreuves et distances confondues. Et bien loin de la tête de course, terminant en 14e place, Edimar Brea du Venezuela réalisa avec 31:47 le record d'Amérique du Sud. Edimar est la cadette des sœurs Brea. L'aînée, Jocelyn, avait déjà établi 3 records continentaux sur le mile et le 3000 en 2023 et sur 5000 l'année dernière. C'est maintenant au tour de Edimar de devenir reine du continent. Dans la catégorie masculine, l'Éthiopien Yomif Kejelcha gagna l'épreuve en 26:31. L'homme qui venait de perdre 2 records du monde dans les 8 derniers jours, celui du mile le 8 février par Yared Nuguse et celui de semi-marathon le matin même par Jacob Kiplimo, arriva tout près d'en cueillir un autre sur les 10 km, mais malheureusement pour lui, resta 7 secondes en deçà de la marque établie en 2020 par le Kenyan Ronex Kiprut. Passons maintenant à un autre aspect des courses sur route, la marche. Aussi le 16 février, lors des championnats du Japon des 20 km à Kobe, il y a eu vraiment des performances extraordinaires. On sait que les Japonais sont très forts dans les épreuves de marche et Toshikazu Yamanishi a déjà prouvé son talent sur les 20 km avec 2 médailles d'or au championnat du monde en 2019 et en 2022 et un bronze olympique à Tokyo en 2021. Mais la performance qu'il a réalisée lors de ces championnats, 1h16:10, est vraiment impressionnante. Il améliora le record du monde de 26 secondes et sa meilleure marque personnelle, qui datait de 2019, de plus d'1 minute. Et cerise sur le gâteau, le résultat lui valut la sélection pour les championnats du monde qui se tiendront au mois de septembre à Tokyo. Une belle satisfaction après avoir raté les JO de Paris suite à une baisse de résultats en 2023. Et ces exploits lui valurent aussi les félicitations du champion olympique de Tokyo, Massimo Stano, qui était à Kobe, qui est un grand fan du Japon et un ami de Yamanishi. Le même matin, mais des heures avant, lors des championnats d'Australie des 20 km à Adelaide, le Canadien Evan Dunphy continua ses belles performances en terre d'Australie. Après avoir établi le record continental sur 10 000 mètres il y a 3 semaines à Canberra, le médaillé de bronze de la 50 km de marche tant au JO de Tokyo qu'au championnat du monde de
2019 s'est attaqué à la 20 km, enlevant 7 secondes à la marque établie par le Guatémaltèque Julio Martínez en 1999. Dunphy avait déjà le record continental de la 35 km, établi lors des championnats du monde de Oregon 2022, et il s'est considérablement amélioré cette année sur les distances plus courtes. Voilà, on a donc terminé notre horizon des principaux résultats des 10 derniers jours, et c'est le bon moment pour demander à Mathilde quel est son moment favori d'athlétisme en 2025. Alors, ayant travaillé pour les meetings de Liévin, même si j'étais en coulisses et au final, le résultat dont je vais te parler, je ne l'ai pas vu en direct parce que j'étais occupée en coulisses, mais le double record du monde de Jakob Ingebrigtsen sur le mile et le 1500, c'est quand même quelque chose. Il avait affiché des ambitions et il a répondu présent, ce qui n'est pas toujours facile. Certains arrivent avec des ambitions et puis finalement, ça ne se passe pas comme prévu le jour J. Mais lui, voilà, ça s'est vraiment passé comme il l'espérait. Il devient le premier homme sous les 3,30 sur le 1500 en salle, alors que personne n'était même déjà jamais descendu sous les 3,31. Donc, il explose le record précédent en route vers le record du mile. Donc, double perf. Et puis, je sais, pour le connaître bien, que le directeur du meeting, Jean-Pierre Wattel, qui est un passionné de demi-fond, a une affection particulière pour Jakob et que ça veut dire beaucoup pour lui que Jakob choisisse Liévin à chaque fois comme sortie hivernale. Il fait pas beaucoup de meetings. Souvent, il en fait peut-être un ou deux et il y a Liévin dedans. Donc, oui, non, il a répondu présent. Il y avait des grandes banderoles à son effigie dans les tribunes. Oui, c'était géant. Ouais. Et il a répondu présent, donc c'est cool. C'est encore des records du monde à Liévin. Pour l'anecdote, dans la cafette, il y a des grands panneaux avec les records du monde qui ont été battus à ce meeting. Et je me faisais la réflexion qu'il va falloir réaménager l'espace parce qu'on commence à manquer de place pour les records du monde. C'est un problème de riche, donc ça va. Oui, c'est vrai. Mais effectivement, il y avait une grosse pression, hein, parce que Nogus venait de battre le record du mile. Lui, il déclare qu'il va le faire et il le fait. À la différence de Gouda Tsegay, qui devrait d'ailleurs arrêter de déclarer qu'elle vise des records du monde, parce que ce soit l'année dernière sur le 10 000 ou cette année sur le 3 000 en salle à Liévin, après se fait laminer, quoi. Donc, je pense qu'il faudrait qu'elle affiche pas publiquement son idée de vouloir faire un record du monde. Mais bon. Et par contre, tes moments favoris d'athlétisme de tous les temps? Ça, c'est compliqué comme question parce que quand même, quand on est passionné, il y en a des moments. Là, je vais te citer deux moments que j'ai vus comme téléspectatrice, et puis un pour lequel j'étais dans le stade. Dans le stade, c'était Paris 2003, les championnats du monde dont je parlais tout à l'heure, parce que c'est sûr que c'était la première fois qu'on avait une compétition de cette ampleur en athlée en France. On savait pas trop si le public allait répondre présent. Et puis ça a été, il y a eu un engouement de fou. Et la finale du 400 avec Mark Raquille et Leslie Jones qui en plus s'entraînaient ensemble, qui étaient potes et avec évidemment Mark Raquille en plus avait une façon de courir qui m'étonnait à rude épreuve parce qu'il faisait toujours une dernière ligne droite de folie. Et même quand on le savait, on se disait, oui, mais là, il est quand même très, 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 très loin. Donc, on sait qu'il a un bon finish, mais quand même, là, il est très, très loin. Et finalement, il fait 3e le jour J et ça devient médaille d'argent par la suite. Leslie Jones fait 5e et finit 4e après réattribution des médailles. Donc, grand moment. Et pour en avoir parlé avec Leslie, c'est vrai que même encore des années après, il n'oubliera jamais ce moment-là. Il disait qu'il avait l'impression que la terre tremblait tellement le public faisait du bruit dans les tribunes. C'est vrai que l'ambiance dans le stade, c'était quelque chose de vraiment impressionnant. Ouais. Donc ça, c'était comme spectatrice. J'étais sur place, j'étais bénévole. Et puis après, comme téléspectatrice, il y a ces deux moments des Jeux de Tokyo. Il y a la finale du 400 homme avec Karsten Warholm. Parce qu'évidemment, bon, déjà, j'aime bien son panache. Je trouve qu'il a une façon de courir. Il tente, il ose des trucs, il a pas peur. Et puis, et en plus, les Jeux de Tokyo avec le décalage horaire, parce que là, j'étais restée en France. De mémoire, la course était le matin à Tokyo ou le midi.
Donc, c'était la nuit en France. Et en fait, le fait de se lever la nuit à 3 heures du mat pour regarder, bon, déjà, il faut être motivé, mais ça crée, ça fait partie des souvenirs aussi. Moi, j'ai des souvenirs d'avoir regardé ça la nuit avec ma sœur, et puis ça fait partie des souvenirs. Et j'ai cru qu'il y avait un problème d'affichage sur le chrono quand j'ai vu les moins de 46. J'ai dit, mais non, mais c'est pas possible. Et j'ai aussi été marquée de sa réaction vis-à-vis de Ray Benjamin, parce qu'il dit faire deuxième avec un chrono pareil, ça devrait pas être possible. Je trouvais que c'était classe vis-à-vis de Benjamin, parce qu'il se rend compte que ça doit être très dur pour lui de faire un chrono pareil, d'exploser le record du monde précédent et de faire que deuxième. Oui, absolument. Non, c'était vraiment une course époustouflante. Vraiment, et voilà, c'est aussi, comme on disait tout à l'heure, il n'y avait pas seulement Karsten qui faisait cavalier seul, mais il était bien poussé, on le voit même dans la photo, par Ray Benjamin. Alison Dos Santos n'était pas loin, donc c'était vraiment une compétition d'un niveau incroyable. Ouais. Et on dit souvent que finalement le plus malheureux c'est le deuxième. Et je pense que c'était vrai sur cette course-là parce que Dos Santos avait l'air très content de sa médaille de bronze. Oui. Et finalement, Benjamin finit deuxième avec un chrono de fou, mais il n'arrive pas à gagner. Et je pense que c'est lui qui a le plus mal vécu ce podium-là. Bon, il a eu sa revanche à Paris. Mais... Exactement. Oui, non, Ray Benjamin a fait une année extraordinaire l'année dernière. Alors qu'on le voyait un peu comme l'éternel deuxième, quoi. Alors l'année dernière, il a été vraiment très fort. Donc, chapeau. Son heure est arrivée. Oui. Et puis dans les autres grands moments de Tokyo, il y a eu la finale de la hauteur homme. Parce que je sais que tout le monde n'est pas d'accord sur le fait de partager la médaille d'or. C'est sûr que si c'était amené à se reproduire à chaque championnat, on finirait peut-être par se lasser. Mais là, alors c'était pas la première fois. J'ai l'impression que les gens oublient parfois que notamment au Mondiaux Indoor de Sopot, il y avait égalité à la hauteur femme. Oui. Mais ça avait moins marqué parce que c'était une compétition en salle. Là, c'était les Jeux Olympiques. Et ces deux-là qui sont, là je vois l'image tout en parlant, qui sont comme des frères, qui s'entendent très bien, qui sont très différents l'un de l'autre, mais qui, je trouve, ont en commun le fait d'être aussi des mecs très abordables et très, très, très humbles, chacun avec leur personnalité. On connaît leurs histoires respectives, les blessures qu'ils avaient eues, et là, le fait de réussir à être champion olympique ensemble le même jour, moi j'ai trouvé ça magnifique. Et aussi la réaction de Jimbo qui est très très exubérant et qui, voilà, lui quand il est content, ça se voit, il a du mal à le cacher. Et, en contraste avec Moutas qui est beaucoup plus réservé. Mais non, j'ai trouvé ça très beau. Oui, non, c'est ça, parce que dans ce cas-là, moi je pense pas que ça doit devenir une habitude, tu vois. Mais dans ce cas-là, avec ce qu'ils avaient passé, d'abord la blessure de Jimbo, après la blessure de Moutaz, là c'était vraiment la chose à faire. Départager pourquoi. Ils avaient eu un parcours commun, ils s'étaient soutenus pendant les moments difficiles qu'ils avaient traversés. Et donc, partager ce bonheur était vraiment la meilleure chose à faire. Donc, voilà, ça aussi, je suis d'accord, c'était un moment vraiment spécial en athlète. J'aimerais bien les avoir tous les deux sur le podcast. Le démarchage, c'est pas toujours facile. J'ai déjà tenté avec les deux. Ça s'est pas encore fait, mais j'aimerais bien parce que je pense que les deux ont des histoires à raconter, des choses à raconter. Mais déjà, c'est bien. Jimbo a dit qu'il va continuer parce qu'à un moment, après la déception de Paris, il parlait d'arrêter. Mais ça aurait été bête d'arrêter sur cette énorme déception. Donc là, il a l'intention de continuer. Moi, je lui avais dit, mais continue un an. Après, tu vois si tu t'amuses encore, si ça. Et là, il a annoncé récemment qu'il pense arriver à Los Angeles dans presque 4 ans. Donc, voilà. Je ne sais pas l'impression que ça t'a donné, mais pendant quelques jours, il a mis une rétrospective de certains moments de sa carrière. Je me disais, pourquoi il fait ça? Pourquoi il poste une rétrospective? Ça veut dire que c'est la fin? Je ne savais pas comment l'interpréter. Oui, et puis il avait aussi dit, il est peut-être l'heure de prendre cette décision. Et ça faisait vraiment penser qu'il avait décidé d'arrêter. Et puis, heureusement, pour tous les passionnés d'athlètes, il a annoncé le contraire. Donc, voilà. Et c'est pas quelqu'un qui dit une chose et après, il fait le contraire. Donc, ça veut dire que après tout, il a mûrement réfléchi et il a dit, bon, allez,
on y va. Et je pense qu'effectivement, arrêter après Paris, ça aurait été... il restait avec cette amertume, quoi. C'était pas une bonne idée. J'ai l'impression il dépasse le monde de l'athlète en Italie. Tout le monde le connaît. Oui, ça c'est sûr. Après, il y a des gens aussi qui apprécient pas le fait qu'il soit quand même un personnage un peu encombrant, si tu veux. Il prend de la place. Et il y a des gens qui apprécient pas trop, mais c'est vrai qu'il est quelqu'un qui, voilà, il va au-delà de l'athlétisme. Et moi, franchement, j'aime beaucoup Gianmarco, comme j'aime beaucoup Karsten. J'avais fait un petit papier pour l'AIPS, d'ailleurs, au championnat d'Europe l'année dernière. Tu te souviens, l'histoire des ressorts dans les chaussures de Jimbo et Karsten qui avant se moquait des super shoes. Et au fait, après, avec son équipementier, il a aidé à les développer. Tu avais vu cette vidéo? Parce que les gens se moquaient, il y a une espèce de petit bec devant ses chaussures. Alors il disait, les gens disent ça sert à rien et tout. Et puis il dit, mais je vais vous montrer, c'est très utile. Et donc il prend une bière, il la décapsule. Elle a dit, si, I told you. Très utile. Et moi j'aime beaucoup leur état d'esprit parce que sont évidemment hyper concentrés à l'entraînement en compétition, mais ils savent aussi rigoler. Et c'est quelque chose que j'aime bien dans tous les deux. C'est vrai. Merci Mathilde. Il est temps maintenant de revenir à l'aperçu global de notre sport et vérifier tous les meilleurs résultats depuis le dernier programme, en commençant par les épreuves masculines seniors. Et comme on a vu, les performances masculines des 10 derniers jours ont été exceptionnelles, avec 5 records du monde, mais aussi beaucoup d'autres excellents résultats. On inclut toujours les performances qui valent 1230 points au scoring tables ou plus. Donc, sur le 200 mètres, 2 athlètes du Zimbabwe qui étaient finalistes à Paris lors des Jeux olympiques, Makanakaishe Charamba, 20-16 et Tapiwa Makarawo, 20-31. C'est les meilleures performances de cette année. Sur 400, l'Américain Christopher Bailey, 44-70 à Fayetteville, excellente performance, mais Oxy, 44-92 pour Ezekiel Nathaniel du Nigeria. On a déjà parlé de lui. Aux 800 mètres de performance de Liévin, Elliot Creston de Belgique, qui est en train de faire une très belle saison, a couru en 1:44-81 et derrière lui, l'Américain Bryce Hoppel, 1:44-98. Sur 1000 mètres, une bonne performance du Néerlandais Samuel Chappell à Birmingham le 15 février. Il est c'est 1229 points, mais il arrive au numéro 10 de la liste en salle de tous les temps avec 2 minutes 16:09. Après, bien sûr, 1500 mètres, c'est Jakob Ingebrigtsen avec son record du monde au passage avec 3 minutes 29:63. Et il y avait aussi une course de 1500 mètres à Liévin qui avait été gagnée par Azzedine Habs en 3:32:21. Et juste derrière lui, le Portugais Isaac Nader, 3:32:59. Sur le mile, c'est encore l'époustouflant record du monde de Jakob Ingebrigtsen, bien sûr. Derrière lui, c'était très, très loin. Donc, le deuxième ne rentre pas dans notre tableau. Sur 3000 mètres, toujours à Liévin, Nils Laros, comme on a vu, a fait une très bonne performance, 7:29:49.
Et derrière lui, record du monde des moins de 20 ans pour l'Éthiopien Binyam Mehari. Troisième à Liévin, Getnet Vale, 3:31:39. À suivre, Samuel Tefera, aussi éthiopien, et le Marocain Anas Essayi, et un autre Éthiopien, Kouma Girma. Donc, une très bonne compétition sur 3000. 5000 mètres, comme on a vu, Grant Fisher, pas content d'avoir établi un record du monde, il est allé en chercher un autre. Et avec 12:44:09, il a bien réussi son record. Et loin derrière, à 10 secondes, mais quand même, Jimmy Gressier, avec 12:54:92, il se place à la 5e place de tous les temps en salle. Donc, excellent. 60 mètres et on revient à Liévin, 7:36 pour Grant Holloway qui prend la tête des listes de la saison. En saut à la perche, excellent début à 6:10 pour Mondo Duplantis à Berlin. Et derrière lui, Emmanuel Karalis continue d'améliorer son record national en salle. À Berlin, il a franchi 5:94. Ersu Shashma, on a déjà parlé de lui à Liévin, il avait franchi 5:90 et il a répété ce résultat le 15 février à Roubaix. Toujours à Liévin, meilleure performance de la saison au poids pour Léo Fabri avec 21:95. Il y a un résultat que je n'avais pas encore inclus et le 14 février à Menomonee aux États-Unis, Roger Steen, il a lancé juste un petit centimètre moins loin que Léo. 10 km sur route. On a déjà parlé de Yomif Kejelcha à Castellón. Kouma Girma était le deuxième de cette course avec 28:65. Semi-marathon, on a aussi discuté du fabuleux record du monde de Jacob Kiplimo, 56:82 au semi-marathon à Barcelone. Et derrière lui, loin derrière lui, Jeffrey Kamworor. Superbe performance des athlètes japonais lors des championnats nationaux de marche, Toshikayo Yamanishi, avec 1h16:10. Il détruit le précédent record du monde, Satoshi Marwo, 1:17:24. À une bonne distance, mais aussi une excellente performance. Dans la course Open, parce qu'il y avait le championnat de Japon, mais il y avait aussi une course pour les athlètes invités. Et le Brésilien Caio Bonfim améliore son record national avec 1:17:37. Dans les championnats du Japon, Kento Toshikawa, 1:17:38. À Adelaide en Australie, comme on a vu, le Canadien Evan Dunphy continue de faire des très belles perfs. Et encore à Kobe, Ryo Hamanishi avec une très belle performance. Donc, entre les hommes, 3, comme on a vu, super perfs, tous à plus de 1320 points. Donc, sont les meilleurs de 2025 et correspondent aux 3 records du monde de Jakob Ingebrigtsen, 1330 points, Grant Fisher sur 5000, 1324, Jakob, je précise, dans le mile, et Jacob Kiplimo à Barcelone avec 1323 sur le semi-marathon. Dans les épreuves féminines, il y a eu aussi de très belles performances, même si pas au même niveau que chez les hommes. Sur 200 mètres, Jamicia Ford, qui avait fait une très belle carrière dans les moins de 20 ans, elle aura 20 ans cette année. Elle a couru en 22:34 à Clemson, aux États-Unis.
Il y a une perf que j'avais pas encore, mais 22,39 pour la Jamaïcaine Nisha Berger à Albuquerque, toujours aux États-Unis. Et toujours à Albuquerque, 22,41 pour India Maybury américaine. 1500 mètres, on a déjà parlé de Gudaf Segai et de sa performance à Toruń. 3,53,92, c'est la deuxième meilleure performance de tous les temps. À Liévin, Derive Veltegi avait couru en 3,58,89 et derrière Tsegai à Toruń, 3,59,82 pour Birke Heilom, qui est encore une athlète de moins de 20 ans. 3000 mètres à Liévin, on avait vu 8,19,98 pour Freweni Hailu qui monte à la troisième place de tous les temps, bien loin Gudaf Segai 5,25,12 et troisième était Birke Heilom qui avec 8,25,37 avait marqué le record du monde des moins de 20 ans et c'est la meilleure performance absolue donc en salle et à l'air libre et elle passe aussi au numéro 13 dans les listes de seniors de tous les temps, les listes en salle. Nadia Batocletti en quatrième place à Liévin avec 8,30,82 record national. Saut en hauteur à Banska Bystrica, c'est juste sous notre marque, ça vaut 1229 points, mais c'était le début de Jaroslava Maručić et elle a franchi 2,01 m. À la perche, très belle performance de l'américaine Amanda Moll, qui aura aussi 20 ans cette année. 4,88 m, c'est la meilleure performance de la saison. Sur le 10 km sur route, on a vu Medina Eisa à Castellón avec 29,25. Elle passe au numéro 4 de tous les temps. Elle aussi, elle aura 20 ans cette année. Et bien derrière elle, Likina Amebwa, avec 29,40, passe au numéro 9 de la liste de tous les temps. Il y a aussi Ainadis Mebratu, 30,05, Cynthia Chepengeno, 30,17 et Wede Kefale avec 30,19 qui ont fait de très bonnes performances. Dans le semi-marathon, à Barcelone, Jocelyn Jepkowski, 1h04,13 qui vaut la 7e place dans les listes de tous les temps. Et donc, les meilleures performances féminines de 2025 ont toutes les deux été établies par des coureuses éthiopiennes, comme on a vu Gudaf Segai sur le 1500 mètres en salle et Medina Eisa dans les 10 km sur route. Et ces performances valent 1278 points pour Gudaf et 1280 pour Medina. Des athlètes de moins de 20 et moins de 18 ans ont aussi brillé dans les 10 derniers jours, commençant par les U20. Donc, 60 mètres, on a une très bonne performance d'un athlète nigérian. On avait eu Joshua Caleb qui avait couru en 6,57. Eh bien, un autre jeune Nigérien est allé le Nigérian est allé encore plus vite, 6,52 pour Israel Ocon Sunday, et c'est tout simplement le troisième meilleur temps pour les U20 de tous les temps. 1500 mètres, on a déjà parlé plusieurs fois de Mehari qui à Toruń en 3 minutes 35,70. Il a signé une très belle performance. C'est mieux que le numéro 3 sur les listes U20 de tous les temps, mais Benyam a déjà le numéro
qui était à son époque, quand il l'a réalisé, c'était en 24, c'était le record du monde des moins de 20 ans. Et sur les 3000, bien sûr, à l'IA20, Benyam Mehari avait signé le record du monde des moins de 20 ans avec une excellente performance de 7,29,99. 60 mètres et un athlète anglais, Yolo Grant, a couru en 7,59 à Sheffield. Ça, c'était sa perf dans les séries qui le mène à la 10e place ex aequo de tous les temps sur les performances en salle. Et après, dans la finale, il est allé un petit peu plus lentement en 7,63. Parmi les femmes, 60 mètres, une jeune athlète américaine, une nouvelle, Dana Wilson, a couru en 7,16 et ça vaut la performance numéro 12 égalée de tous les temps sur les compétitions en salle. Et Dana Wilson a aussi fait une excellente perf sur 200 mètres le lendemain, 22,96. Elle est maintenant numéro 14 sur les listes U20 en salle de tous les temps. 400 mètres, une jeune Allemande, Johanna Martin, 52,22. Elle était numéro 17 dans les listes U20. On a vu 1500 mètres Birke Heilom à Torun, derrière Gudaf Segai. Donc, c'est la deuxième meilleure performance U20 de tous les temps, mais elle avait déjà le record du monde. Et dans la même course, Saron Berge, 4,07,55. C'est mieux que le numéro 11 de tous les temps, mais elle a déjà le numéro 5. 3000 mètres, on avait parlé longtemps de Birke Heilom et de son record du monde junior à l'IA20. C'est aussi le numéro 12 senior de tous les temps en salle. Et à l'IA20, il y en a un Brett, autre jeune Éthiopien, né en 2007, 8,35,86, passe au numéro 7 de la liste de tous les temps. Et 2 jours après seulement, à Lyon, elle a couru en 8,39,57, qui est meilleur que le numéro 9, mais comme on a vu, on a déjà le numéro 7. Et pour finir avec les U20, dans les 60 mètres et trois très bonnes performances de la Croate Mia Wild. La meilleure est de 8,06 à Belgrade au championnat des Balkans, qui vaut la 13e place ex aequo dans les listes U20 de tous les temps. Elle avait le 12 février à Osijek, elle avait couru en finale 8,07 et dans les séries, elle avait couru en 8,08. Donc, très bonne performance. On regarde maintenant les athlètes de moins de 18 ans. Donc, sur 800 mètres, l'Américain Cooper Lutkenhaus avait établi la meilleure performance mondiale de tous les temps le 8 février à New York. Il y a aussi d'autres performances qui étaient précédentes, mais qui sont arrivées très tard sur les listes de World Athletics. Donc, 1,50,00 pour Kirill Anisimov, pour le Russe, le 29 janvier à Tyumen en Russie. 1,50,15 donc pour Cooper Lutkenhaus à Lubbock le 24 janvier. Et un autre athlète russe, Dmitry Yakovlev,
1,50-71 le 29 janvier. Donc, Anisimov, il passe au numéro 5 des listes U18 de tous les temps et Yakovlev au numéro 11 de tous les temps. 60 mètres et ça a beaucoup bougé, c'est très intéressant. Donc, l'Italien Filippo Vedana avec 7 mètres 59 passe au numéro 2 des listes U18 de tous les temps. Et puis, un athlète super intéressant, Befassou Lanurien, il avait déjà couru le 19 janvier en 7,68, qui était alors la numéro 6 ex aequo dans les listes U18. Eh ben, il s'est amélioré le 15 février à Liévin. D'abord en demi-finale avec 6,67, mais surtout dans la finale avec 6,64, qui était, avant la performance de Philippe un jour après, numéro 3 ex aequo dans les listes U-18 de tous les temps. Et Filippo Vedana, le 9 février, avait déjà couru en 7,69. Mais ce qui est très intéressant avec l'Anurien, c'est que, en fait, c'est un heptathlète. Et donc, le 8-9 février à Lyon, avec 5818 points, il passe à la 5e place de tous les temps dans sa catégorie d'âge. Et derrière lui, son compatriote Kilian Chochin, avec 5489, passe au numéro 10. Parmi les femmes, on avait déjà parlé il y a quelques semaines de la Nigériane Choma Nwakuchu. Elle s'est depuis encore améliorée. Donc, déjà le 8 février, elle a couru en 52,46, qui était alors le numéro 4 U18 de tous les temps. Et puis, elle garde sa place, elle consolide sa place de numéro 4 le 14 février avec une performance encore plus rapide avec 52,25. Sur 800 mètres, on avait aussi déjà parlé de Shakira King, l'anglaise qui, le 1er février, avait couru à Gand en Belgique en 2,04,34. Eh bien, à Sheffield, le 9 février, elle a égalé son temps et donc égalé sa 11e meilleure performance de tous les temps. Dans Tilastopa, il y a aussi d'autres excellents résultats pour les jeunes et je vais tous les vérifier parce qu'en général, je cherche quand même toujours aussi une deuxième source et les inclure dans le prochain programme. Et maintenant, j'aimerais parler un peu de statistiques. Félicitations à 2 athlètes, 2 perchistes qui ont marqué notre sport avec leur régularité au très haut niveau. Lors du meeting du World Indoor Tour de Ostrava le 4 février, la Slovène Tina Šutej a franchi la barre des 4,70 m pour la 12e année consécutive. Seulement 3 autres athlètes ont réussi cet exploit, la reine Yelena Isinbayeva, mais aussi Jen Sir et Holly Bradshaw. Et toutes les 3 l'ont fait en 14 années consécutives. Parmi les hommes, nous vivons actuellement l'ère de Mondo Duplantis qui règne en maître. Avant lui, Sergei Bubka établit 35 records du monde, 17 à l'air libre et 18 en salle entre janvier 1984 et juillet 1994. Un exploit qui était répétible car les records du monde indoor et outdoor ont depuis été unifiés. Et Duplantis a déjà, quant à lui, accumulé 10 records du monde depuis février 2020. Mais entre ces 2 grands dominateurs, il y eut Reino Lavillenie, qui signa aussi un record du monde en 2014 en salle à Donetsk, la patrie de Bubka.
Mais ce qui est impressionnant chez la Villenie est sa régularité au très haut niveau. Lors du meeting de Caen, le 31 février, le Français a franchi 5,80 mètres, sa meilleure marque depuis 2022. Il avait aussi réussi cette hauteur pour la première fois en 2008. Donc, il l'a fait encore 17 ans après. Et dans ces 17 ans, il a cumulé 170 compétitions à 5,80 mètres ou plus. Vraiment impressionnant. Et félicitations à Tina et à Renaud. Voilà, mais revenons à notre invité, parce que Mathilde en a parlé de tout, sauf de ton podcast. Il est temps de rattraper cette lacune. Alors, mon podcast, donc ça s'appelle Athlètes mondiaux. J'ai lancé les premières diffusions en janvier 2023 et j'ai commencé à enregistrer en fin 2022. En fait, la communauté Athlètes mondiaux existe depuis 2005, donc ça va avoir 20 ans cette année. Mais à la base, c'était un blog. J'avais juste un blog que j'avais créé pendant mes vacances quand j'étais à la fac, où je parlais des meilleurs athlètes du monde, mais j'avais pas d'ambition particulière. À une époque, j'avais fait quelques interviews écrites. Je me souviens que j'avais eu l'immense honneur d'interviewer Pietro Menea par téléphone. Et je me souviens, à l'époque, je parlais quasiment pas italien, mais lui parlait italien, moi je parlais français, on s'était compris comme ça, par téléphone. Et pour l'anecdote, je me souviens que je lui avais commandé un de ses livres que j'avais payé, et il a joint d'autres livres que j'avais pas du tout payés en cadeau, qu'il m'avait signé. Donc, et je les garde précieusement parce que malheureusement il nous a quittés, mais les livres je les garde précieusement. Et donc j'avais fait des interviews écrites, mais sans ambition particulière. Et puis j'ai eu l'idée du podcast en 2022 parce que j'écoutais beaucoup de podcasts moi-même. Et puis en fait, dans le monde de l'athlé en France, il n'y avait pas de podcast. Il y avait des podcasts de course à pied, de running, mais il n'y avait pas de podcast sur tout l'athlé. Oui. Et je me disais, en fait, je coche un peu toutes les cases, j'ai les contacts, je parle les langues, j'ai déjà la communauté athlètes mondiaux qui fait que j'ai déjà des auditeurs potentiels, je pars pas de zéro. Oui. Donc je me suis lancée en me disant, là c'est pour lancer début 2023, on a les Jeux en 2024, si je le fais pas maintenant, je vais manquer l'occasion. Et c'est sûr que d'inviter des athlètes en leur disant c'est en vue des Jeux de Paris pour que les publics parisiens te connaissent, ça aide. Donc j'ai fait ça comme ça. Et je dois beaucoup à Mondo Duplantis qui a accepté d'être l'un des premiers. Parce que c'est sûr que quand on peut dire aux autres j'ai déjà eu Mondo, oui. Ça aide. Ça aide à convaincre les suivants. Donc j'ai eu l'occasion de lui dire que je lui étais très reconnaissante parce que avoir Mondo dans la bande-annonce et puis pouvoir dire aux autres que je l'avais eu, ça a aidé par la suite. Et donc je fais des interviews dans plusieurs langues, mais la langue commune c'est le français parce que je voulais avoir une langue commune à tous les épisodes. Donc par exemple Mondo c'est en anglais, mais c'est aussi disponible doublé en français. Donc voilà, un épisode tous les vendredis. C'est un bon travail la traduction. Oui, pour le moment l'intelligence artificielle permet pas de faire le travail pour moi, mais c'est du travail. Après, si c'était des sous-titres, ça serait plus un podcast. Donc c'est mieux que ça soit doublé. La traduction, pour le moment, je la fais moi-même parce qu'à la base, je suis traductrice, donc c'est dans mes cordes, mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Après, déléguer, c'est compliqué parce qu'il faut être bon traducteur et puis il faut connaître l'athlète un minimum parce qu'il y a du jargon technique. Donc c'est sûr que, par exemple, quand c'est Mondo qui, entre guillemets, parle en français, si la personne qui double dit des trucs qui n'ont aucun sens en français par rapport au saut à la perche, c'est un manque de respect vis-à-vis de Mondo. Donc je peux faire les choses correctement. Donc ça prend du temps, mais j'espère que l'IA bientôt me remplacera pour le coup parce que j'ai plein de gens que j'ai envie d'interviewer, mais quand c'est pas des francophones, c'est vrai que parfois je me retiens de les inviter parce que je sais que c'est une quantité de travail énorme et donc faut faire des choix. Je peux pas voir tout le monde. Mais et puis je fais de la zone mixte en parallèle, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est pas directement pour le podcast, mais c'est un autre exercice. Beaucoup plus à chaud, c'est beaucoup plus court, on a moins des conversations vraiment poussées, mais le fait que ça soit à chaud comme ça, je trouve ça cool aussi. Ça permet de vivre des moments différents.
Eh ben, écoute, félicitations, hein. Et puis, on va voir les prochains épisodes qui tu invites, qui tu arrives à avoir. Ouais, j'ai une liste énorme. Et puis parfois, il y en a pour qui ça prend du temps. On les invite une fois, deux fois, ça n'aboutit pas et ça finit par aboutir un jour. Donc, il ne faut pas lâcher l'affaire. Mais en tout cas, je remercie tous ceux qui ont déjà participé parce que pour moi, c'est super intéressant. J'ai des athlètes, mais j'ai des coachs aussi, notamment. PJ Vazel, s'il écoute, je ne sais pas s'il écoutera la conversation, mais il est passé sur le podcast. Et des coachs, des agents, des journalistes, des photographes. Voilà, c'est très intéressant comme expérience. Oui, tu vois, moi aussi, il y a une section de sports fashion qui s'appelle Protagonists Behind the Scenes, protagonistes derrière les coulisses. Et je m'étais un peu interrogée si je m'étais dans cette section-là, parce que là, effectivement, tu vois, parfois tu parles avec des gens qui sont pas des athlètes, mais qui sont bon, j'ai eu des photographes, des gens qui travaillaient à l'organisation, etc. Et c'est toujours intéressant de voir Ouais. les autres aspects de l'athlète, parce qu'il n'y a pas que les grands champions et les grands perfs, mais il y a aussi d'autres choses qui sont super intéressantes. Ouais. Au Mondial Winter de Glasgow, j'ai eu l'occasion d'interviewer une photographe et l'épisode avait beaucoup plu parce qu'elle nous parle de son travail, des choses auxquelles il faut faire attention. Nous, on voit les photos, mais on ne sait pas forcément dans quelles conditions elles sont prises. Et Oui. c'était intéressant et ça m'avait aussi fait plaisir de voir les réactions des athlètes parce que j'ai senti que les athlètes appréciaient beaucoup ce qu'elle faisait et qu'elle Oui. doit le faire bien son travail parce que ils apprécient ce qu'elle fait et à aucun moment ils se disent elle nous dérange. Moi j'ai eu des messages d'athlètes qui disaient elle est super et puis les photos elles sont magnifiques et donc non j'étais contente de cet épisode parce que en fait on les voit pas. C'est des gens Oui. qui, d'ailleurs, le but, c'est qu'on les voit le moins possible dans une compète, qu'ils Oui. soient le plus discret possible. Exactement. Tout le monde voit leurs photos, mais personne ne les voit eux. Oui. Oui, oui. Ils sont vraiment derrière les coulisses, les photographes, et c'est bien comme ça. On voit le fruit de leur travail. Ouais. Merci Mathilde. Nous arrivons maintenant à la fin de notre émission et c'est le moment de regarder tous les événements à venir. Donc, ce week-end, du 21 au 23 février, c'est les championnats nationaux en salle, notamment les championnats des États-Unis le 22-23. Le 22-23, c'est aussi les championnats sud-américains en salle à Cochabamba, en Bolivie. Le dimanche 23, il y a deux à Guadalajara et à Beijing en Chine, et aussi une autre étape du Continental Tour au Kenya, le Sirikwa Classic Cross Country. Le 28 février, c'est le dernier meeting du World Indoor Tour à Madrid, et aussi le 28 février et le 1er mars, le All-Star Perche à Clermont-Ferrand chez Renaud Lavillenie. Le 1er et le 2 de mars, c'est les championnats de Chine de marche à Taizang. C'est la première épreuve Gold du World Race Walking Tour. Et bien sûr, le dimanche 2 mars, c'est aussi la première épreuve de l'année des World Marathon Majors, le marathon de Tokyo. Du 6 au 9 mars, à Apeldoorn, il y aura les championnats d'Europe en salle et on y sera avec des interviews. Le 9 mars, c'est aussi le marathon féminin de Nagoya au Japon. 14-15 mars, ça peut être très, très intéressant. Les championnats universitaires des États-Unis à Virginia Beach. 15-16 mars, c'est la Coupe européenne de lancer à Nicosie en Chypre. 16 mars, marathon de Séoul. Et aussi les championnats d'Asie de marche à Nami au Japon. 21-23, championnat du monde en salle à Nanjing, en Chine. 22 mars, la
Autre étape du Tour Race Walking Tour Gold à Dudinske en Slovaquie, mais aussi les meetings à l'air libre qui commencent avec le World Continental Tour Gold de Melbourne, le Maury Plant Meet, le 29 mars. Ce jour-là, il y a aussi The Ten, c'est une épreuve de 10 000 mètres à San Juan Capistrano et il y a toujours de très, très bonnes performances. En général, tous les athlètes américains y sont et ils se livrent une belle bataille. 30 mars, c'est les championnats d'Asie de marathon à Tianjin en Chine. Et du 4 au 6 mars, la première étape du Grand Slam Track à Kingston en Jamaïque. 5 avril, meeting Continental Tour Silver de Miramar en Floride. Le 12 avril, le Continental Tour Gold à Gaborone au Botswana et aussi le Grande Premio Internacional Rio Mayor, c'est une épreuve du World Race Walking Tour Gold. Le 12 et 13 avril, c'est les championnats d'Europe de course sur route à Bruxelles le 20 et le 13 avril, le marathon de Rotterdam. Donc voilà, encore un programme bien chargé. Donc nous voilà à la fin de notre programme. C'était un plaisir d'avoir Mathilde avec nous. Merci pour l'invitation. C'était très, très enrichissant pour moi aussi. Je te cache pas que je suis plus à l'aise comme intervieweuse que comme interviewée. Mais comme c'est toi qui me l'as demandé, je me suis dit, je suis obligée de dire oui, je peux pas dire non, Anna. Eh ben, c'est cool. Comme ça, tu as rompu la glace maintenant. Exactement. Et puis, voilà, peut-être que tu vas en faire d'autres par derrière. Ouais, tu resteras la première. Tu vois, moi, j'étais la première interprète de Grant Holloway et toi, tu resteras ma première interview vidéo. Donc, on a toutes les deux quelque chose à mettre dans le CV. Merci beaucoup, Mathilde. Merci à tous d'avoir regardé l'émission. Et puis, on se verra donc dans Lab Athletics. Là, je suis en train encore de définir les dates, soit dans une semaine, juste avant donc les championnats d'Europe à Apeldoorn, soit dans une quinzaine de jours. Mais en tout cas, à bientôt sur Lab Athletics pour regarder ensemble les faits marquants, les analyses, les commentaires et revoir tout ce qui s'est passé dans notre sport au cours des derniers jours et semaines. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Au revoir.